Chapitre 1. La méthode, le réel. En prérequis absolu, avant même d'aborder les sujets les plus sensibles et polémiques, il est indispensable de s'entendre sur un certain nombre de notions et outils sans lesquels il sera impossible de garantir une réflexion un minimum saine et productive. Comprenons-nous bien, personne ne demande l'autorisation de ces méta-nazis pour commencer à sortir le bouclier contre les attaques incessantes sur le réel. Offensive menée par un régime qui ne se contente plus de laisser le chaos s'installer, mais participe activement à l'avènement de celui-ci. Leurs droits sont également les nôtres, et il est temps de revoir les bases. Ce qui est vrai domine par essence ce qui ne l'est pas. Les premières chroniques publiées ici le seront sur un ton parfois infantilisant. Je présente mes sincères excuses par avance à ceux qui n'en ont pas besoin. Soyez rassurés, cette étape n'est pas vaine, et l'objectif de rétablir un semblant de réalité est atteignable. Notre principal atout dans cette quête est aussi notre impératif premier. Nous nous devons d'être plus méthodiques et honnêtes que nos adversaires idéologiques. Les valeurs auront de la valeur. Les masques ne résisteront pas à l'épreuve du temps et à la pression du réel. L'authenticité n'est pas une illusion, c'est une façon d'être et la lame qui permettra de pourfendre les imposteurs sur le plan idéologique. Nous sommes tous plus ou moins intoxiqués et entravés par diverses sources de propagande et gangrène cognitive. La seule chose qui nous permet au final, à mon sens, de garder les pieds sur terre, c'est la réalité que nous partageons avec nos opposants et détracteurs. Cette réalité peut être plus ou moins bien comprise, plus ou moins bien interprétée, mais elle est invariante et peut être le moyen de trancher s'il n'est pas une option de mettre tout le monde d'accord. Avant d'aller plus loin, un petit rappel de ce qu'est la réalité, puisque j'entends déjà les tristes laquais de la culture méta-nazie venir répondre à grands coups de « la réalité est subjective »,« rien n'existe réellement » ou encore « chacun son avis sur la question ». Je préfère prendre les devants. Non, la réalité n'est en rien subjective. Seules les perceptions de celle-ci peuvent l'être. Et c'est précisément pourquoi un minimum d'honnêteté et de rigueur sont nécessaires si l'on veut trancher entre deux perceptions pour se rapprocher du réel. Petite définition, la réalité désigne l'ensemble des phénomènes considérés comme existants effectivement. Ce concept désigne ce qui est physique, concret, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. Ce que vous venez d'entendre là, c'est la définition par Wikipédia. Pour moi, elle fait totalement l'affaire. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour définir la réalité. Donc une opposition entre ce qui est imaginé, rêvé ou fictif et ce qui existe effectivement, à savoir ce que l'on peut constater. En lisant la définition, ceux qui me connaissent me voient venir à des milliers de kilomètres. Patience l'équipe, on y vient. À l'instar de la démarche scientifique qui consiste à théoriser pour ensuite éprouver l'hypothèse en cherchant comment la réfuter, il sera question de tester la résistance au réel de certaines idées bien trop répandues. Seules les hypothèses qui résistent à la confrontation au réel peuvent prétendre être une base de travail et devenir des théories. Évidemment, il n'est pas question lorsque l'on parle de réalité ou de factuel d'un consensus sur les grandes questions existentielles, mais plutôt de sujets plus ciblés, dont il est possible d'éprouver la nature aussi bien que les limites. On ne parlera pas par exemple du Big Bang comme une réalité ou une évidence. Il peut tout à fait y avoir consensus sur une affirmation erronée. Ne pas avoir de meilleure réponse à une question à un instant T ne signifie aucunement que l'on dispose de la réponse définitive et parfaite. Inutile également de brandir l'étendard d'un autre référentiel, comme on pourrait invoquer la physique quantique afin de remettre en cause la physique conventionnelle. Lorsqu'il n'est question que de phénomènes aussi simples que quantifiables et vérifiables, alors le réel peut être expérimenté ou analysé. Il faut alors bien plus que des suppositions pour prétendre utiliser un autre référentiel, que ce qui peut être vérifié et dont chacun peut faire l'expérience ou constater le résultat de celle-ci. On peut avoir des avis qui divergent, mais lorsque le sujet concerne la matière ou le tangible, le structuré, alors nos avis sont confrontés à la réalité inflexible qui est notre seul lien, qui ne peut être remis en question. Il n'y a alors plus débat, mais simple constat suivi de l'acceptation ou du déni de la réalité. Un bon exemple est celui du célèbre canard lapin, utilisé par Ludwig Wittgenstein, puis Thomas Samuel Kuhn, pour diverses démonstrations qui impliquent la notion de perception. À l'origine, ce dessin est tiré d'une revue satirique. Sa simplicité pour démontrer différentes premières impressions en fait un support parfait pour bon nombre d'études. On peut par exemple imaginer d'influencer la probabilité que l'un ou l'autre des animaux soit perçu
en préparant le sujet lors d'étapes précédant l'apparition de cette illustration. Ce qui nous intéresse ici est qu'il s'agit d'un cas de cohabitation au sein d'une même représentation de deux perceptions distinctes. Effectivement, aucune des deux n'est plus vraie ou réelle que l'autre. Lorsque l'on vient proposer une nouvelle vision d'un élément établi et éprouvé, il s'agit bien d'un paradigme, du résultat d'une approche qui n'est ni unique ni prédominante sur l'existant. Le paradigme n'est pas le réel, mais une grille de lecture de celui-ci. Les progressistes, par exemple, proposent ou essaient régulièrement d'imposer un certain nombre de paradigmes, de visions. Cependant, pour reprendre l'exemple du canard lapin, bien que les deux perceptions puissent être à égalité, il existe, avant toute expression d'une perception, ce qu'il convient de nommer le réel, à savoir l'existence irréfutable, dans le cas présent, d'une illustration qui peut être perçue à la fois comme représentant un lapin et ou un canard. On peut percevoir l'un, l'autre, ou même les deux. Il importe alors peu que l'un ou l'autre ait été perçu en premier ou dispose de plus d'adeptes ou témoins. Toute perception prend place dans un cadre qui lui est supérieur, en cela qu'il peut être constaté. Une vision suffisamment éclairée, témoignant d'un niveau de compréhension et de recul suffisant sur une situation ou un sujet, prend nécessairement le dessus sur un paradigme alternatif qui ne serait qu'une interprétation secondaire d'un phénomène suffisamment connu et maîtrisé pour être défini et identifié. Prenons l'exemple brutal d'un décès lors d'un événement public. Pour éviter tout scénario hollywoodien d'entrée, imaginons une balle en pleine tête d'un individu, sans aucun doute possible sur le résultat du tir. Un individu est dit décédé lorsque la vie quitte son corps, lorsqu'il cesse d'être considéré comme vivant. Il est possible de se souvenir de cet individu comme de l'oublier. Tous les spectateurs de ce triste incident peuvent inclure des émotions, des détails qui les ont marqués ou des perceptions sensorielles lorsqu'ils vont relater les faits par la suite. On notera très certainement des différences entre les versions rapportées, des hypothèses ou affirmations sur le déroulement exact des étapes qui ont mené au décès de cette personne utilisée comme exemple. Parmi la foule présente, certains pourront même mentir ou occulter les faits. Cependant, le réel demeurera. L'individu sur lequel on a tiré est décédé. Peut-être a-t-il été foudroyé par un phénomène inconnu juste avant l'impact de la balle. Et que la cause de la mort n'est pas le tireur. Mais encore une fois, dans cet exemple, la cible du tireur est bel et bien objectivement décédée. Il n'est pas question de nier la complexité d'une situation ou l'autre, mais d'utiliser un regard froid pour se concentrer sur la constatation de ce qui est effectivement, par opposition à ce que l'on peut imaginer, souhaiter, penser ou ressentir. Une petite dernière pour être certain que l'on soit tous sur la même longueur d'onde. Un piéton s'apprête à traverser la rue. Une voiture est à quelques centaines de mètres de là. Un spectateur observe, trouve le piéton imprudent et estime qu'il devrait attendre que le véhicule soit passé pour traverser. C'est une perception. On a accès à une perception du spectateur. Le piéton évalue la situation et pense avoir le temps de traverser. Encore une fois, c'est une perception. L'automobiliste respecte-t-il les limitations de vitesse en vigueur ? Totalement hors sujet. Si l'on affirme par contre qu'un véhicule est en approche de la position du piéton, il s'agit alors de la réalité objective et non plus d'une perception. Ceci étant dit, on peut tout de même s'amuser un peu et imaginer que le piéton de notre exemple fasse partie de ces négateurs insolents. Vous savez, ceux qui vivent dans une réalité alternative et fournissent des efforts incommensurables pour nier leurs perceptions et sensations, qui sont les mêmes que les nôtres à l'origine. Alors j'espère que dans son mensonge, ce piéton sera tout de même capable d'évaluer convenablement le rapport distance-vitesse qui le sépare de la voiture. Ce serait tellement dommage qu'il traverse en déblatérant que les voitures n'existent pas, qu'elles sont un mensonge du patriarcat, ou une construction de l'esprit pour nous empêcher de traverser quand on le désire. Et qu'il se fasse brutalement rappeler à la raison en se faisant percuter par une définition du réel de plus de 2 tonnes, aussi concrète que la définition Wikipédia. Et oui, le réel c'est ça, et aucun d'entre nous n'a le pouvoir de le façonner à sa convenance. Plus on va chercher à détailler, préciser, plus on va aller chercher des éléments parasites qui peuvent influencer la perception du réel. Le point ici désigné comme une réalité objective est très cadré, défini et vérifiable. Cet état des lieux ne saurait être altéré par les diverses perceptions et informations connexes. Sans perdre plus de temps à redéfinir le terme factuel, on peut simplement rappeler brièvement quelques affirmations l'étant. Sauf exception, les mammifères se reproduisent par association du mâle et de la femelle. Oui, je sais, vous me voyez venir. Tout être humain non trafiqué par des apprentis sorciers est né d'un utérus, et donc d'une femelle.
Plus que cela, la science peut aujourd'hui sauver quelques situations désespérées, mais sans elle, la nature n'a qu'une seule et unique méthode en matière de reproduction et de gestation pour notre espèce. Celle-ci n'a jamais évolué d'une quelconque manière en plus de 50 000 ans. L'existence des sexes mâles et femelles, ou bien encore le caractère indispensable de leur complémentarité, n'est ni à prouver, ni à remettre en question. Pour nous doux rêveurs, les tentatives de contradiction de ces affirmations sont et demeureront des hypothèses, lorsque ce ne sont pas uniquement des absurdités. On constate qu'une évolution chez la plupart des espèces a lieu progressivement et de manière tout à fait naturelle, à condition qu'elle soit nécessaire pour la survie ou l'adaptation à des paramètres environnementaux particuliers. Il est raisonnable de penser que si la place du mâle, de la femelle, je ne veux pas entendre parler de la cuisine là tout de suite maintenant, ainsi que la méthode de reproduction de notre espèce sont restées inchangées, et ce, depuis des dizaines voire des centaines de milliers d'années, alors même que d'autres caractéristiques évoluent, entre parenthèses ça c'est une réalité, peut-être que cela indique simplement que ce n'est ni souhaitable ni nécessaire. Cette dernière phrase est une hypothèse de ma part. Cette hypothèse peut tout à fait être étudiée, mais ça n'en devient aucunement une vérité ou une réalité. Bien que plus plausible que beaucoup d'inepties du LGBT circus et de ses apôtres, et très certainement vérifiable, cela n'a pas été prouvé de manière absolue. Pas à ma connaissance en tout cas. Il ne leur est donc pas imposé légalement d'adhérer à cette hypothèse. D'ailleurs, personne de raisonnable ne souhaite les contraindre à penser de cette manière. L'intérêt de ce préambule, avant d'entrer dans l'arène, est de pouvoir s'assurer que tout lecteur, quelle que soit sa position sur les sujets qui vont suivre, comprenne ce qui signifie des termes comme réalité, factuelle ou encore théorie. Certaines choses sont et sont d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non. L'existence et la nature d'un élément ne sont pas un choix. Pas plus qu'une définition ne pourrait être modifiée du tout au tout par qui le désirerait subitement. Certes, la science progresse et évolue, mais sans un minimum de rigueur et de travaux probants, même un gouvernement ou une institution internationale ne dispose du droit d'altérer la définition de ce qui est, surtout pour le remplacer par une hypothèse aucunement confirmée.